Bonjour. Bonjour. Je remercie à mon tour les organisateurs de cette journée, au ministère, bien sûr, à la Cité de l'Architecture. Et je suis ici pour introduire cette table ronde qu'aujourd'hui mettra à l'honneur quatre réalisations de bibliothèques. Et je le ferai en ayant aussi l'honneur de présenter ce livre qui vient de paraître et qui justement traite ces sujets de la bibliothèque comme un espace qui est différent de l'espace traditionnel, et une bibliothèque comme espace public. Pourquoi ce livre Toute la réflexion part d'une situation, si vous voulez, un peu paradoxale, contradictoire, que je me suis trouvé à problématiser au cours d'une série de recherches faites dans une école d'architecture, c'est l'école de Malaquais, au sein du laboratoire Architecture, Culture et Société. On parle beaucoup de livres, le livre papier, les livres numériques, l'évolution des usages, parfois avec un accent et des discours qui sont forts. La mort du livre, qu'est-ce que va devenir ce livre? L'arrivée des technologies digitales et surtout les objets connectés qui nous portent à avoir un rapport avec l'information qui change parce que le lieu de réception de l'information évolue. Et cette chose-là, on l'a évoqué aujourd'hui en introduction, produit une évolution des pratiques qui est conséquente. Alors, à l'heure de ces questionnements, qu'est-ce que c'est les livres à l'âge numérique? Force est de constater que les bibliothèques sont toujours très fréquentées. Elles sont toujours très fréquentées, moi je dirais même saturées, parfois on y va, et dans une bibliothèque publique, on a vraiment du mal à trouver de la place. Sont fréquentées par des gens, c'est vrai, qui utilisent les services de ces bibliothèques, mais qui utilisent les espaces avant tout. Donc de là l'idée, la bibliothèque comme espace public. Donc qu'est-ce que c'est cette bibliothèque du futur? Elle va être un musée qui abrite les restes d'une technologie, si on veut voir les livres comme ça, qui peut-être tombera en désuétude, ou ce sera des server rooms, non, comme certains dans des scénarios un peu catastrophiques l'on imaginait, auxquels on accède à distance, parce qu'il y a Google, on digitalise toute l'information, ou plutôt, ça peut être un espace différent, un espace qui nous permet de reconsolider les liens entre l'homme et la ville contemporaine. Et alors, c'est ces regards-là que je vous propose d'analyser aujourd'hui, c'est-à-dire... non Oui. Ah, voilà. Donc, c'est-à-dire une bibliothèque qui est un espace différent auquel on accède de manière ouverte, une bibliothèque qui s'ouvre à la ville et dont les pratiques de lecture, d'accès à l'information ne deviennent qu'un parmi les différents services qu'on offre aujourd'hui à nos usagers. Des services qui nous permettent, après, une fois que les usagers sont à l'intérieur de la bibliothèque, de pouvoir mener des actions de promotion de la lecture. Et c'est un aspect très important sur lequel beaucoup de bibliothécaires interviewés pour les études qui ont mené à ces livres-là confirment et font au quotidien. Une bibliothèque, de façon paradoxale, là, avant on était à Paris, la bibliothèque Yourcenar, ici on est au Danemark, on a cité les bibliothèques du nord de l'Europe. Une bibliothèque, une fois qu'elle s'ouvre à la ville, potentiellement, elle pourrait permettre différents usages. Et alors là, encore une fois, il y a cette double vision de la mixité, la notion de mixité. Mixité des usages d'un côté, un public différent, des supports différents, qui ont besoin de cohabiter dans un espace maintenant ouvert, mais la mixité aussi des espaces, c'est-à-dire que on peut effectivement faire autre chose dans un espace qui contient des livres. Paris et Aarhus au Danemark, qui montre qu'effectivement, dans une bibliothèque, on y va pour faire autre chose aussi. Et donc,
On a un regard, un double regard, parce qu'effectivement, il y a la question des contenus, paradoxal parfois, parce que la parcellisation des contenus qui dérive un peu d'Internet et de la possibilité d'avoir accès à l'information en mobilité à travers un simple iPhone, un simple téléphone. Et d'un autre côté, la question de cet espace qui devient autre chose. Et à chaque fois qu'on analyse un nouveau projet, effectivement, on met en avant cette chose différente de la bibliothèque comme un espace de la ville. Bien sûr, bon, c'est paradoxal, je sais, on aura encore pour beaucoup, comme le dit Umberto Eco, cette diarchie entre livres sur papier et livres sur écran. Bon, c'est pas une question de demande. Mais effectivement, on commence à se poser la question. Et alors, face à cette, comment dire, à ces nouveaux usages qui s'instaurent à l'intérieur de nos bibliothèques, on se rend compte qu'effectivement, on commence à bâtir des édifices, des architectures, dont l'évolution se dissocie du support de la lecture et se relie à la fonction que cet espace a en tant qu'espace public. Et bien sûr, à la manière dont s'y inscrivent alors nos rapports à la connaissance et à l'information. Donc, c'est dans ce cadre-là que l'idée d'une bibliothèque comme espace public s'inscrit comme un espace qui après fait système avec d'autres espaces publics de la ville et d'autres, notamment services culturels. Et c'est dans ce cadre que beaucoup de projets, comme on verra plus tard avec les 4 réalisations qu'on présentera, vont, c'est-à-dire d'un côté la mutualisation des équipements culturels et de l'autre la mise en réseau de tous les espaces publics de la ville qui peuvent contribuer, j'ai entendu tout à l'heure la question de baisser les conflits sociaux dans nos villes. Effectivement, dans ce cadre-là, c'est-à-dire du moment que la bibliothèque répond à un enjeu différent à l'échelle urbaine, elle peut effectivement être considérée comme un des lieux, des espaces publics, qui contribuent à ces défis urbains du XXIe siècle. Et donc, bien sûr, bon, dans l'ouvrage, je vais rapidement sur ça, mais on analyse toute une série des systèmes bibliothécaires français notamment, là, ici, on est à Montpellier, en faisant un rapport en mettant en relation les différents établissements culturels, notamment les bibliothèques, avec, différentes questions urbaines. Ici, notamment, il y a un exemple, la mobilité. Et cette mise en relation, donc voir la bibliothèque comme un établissement qui maintenant est urbain et pas seulement lié à l'exploitation d'un document, nous permet aussi de changer de point de vue par rapport à certaines notions, comme par exemple la proximité. C'est vrai que dans un moment de notre histoire de bâtisseur de bibliothèque, on s'est dit, bon, la bibliothèque comme établissement de proximité est fait pour un public de, bon, alors après il y a différentes définitions qui habitent à 5 minutes à pied, à 10 minutes à pied, à un quart d'heure de métro, etc. C'est vrai que la mise en relation de la bibliothèque dans les systèmes urbains et donc de mobilité publique, privée, etc., nous permet effectivement d'élargir cette question de proximité à un public qui est potentiellement plus vaste. J'imagine par exemple, je pense par exemple au réseau des bibliothèques de Clermont-Ferrand, surtout le bassin nord. Il y a des bibliothèques qui sont construites dans des quartiers qui sont pavillonnaires, donc des quartiers à basse densité, mais juste à côté, il y a des grosses usines, je cite juste Michelin, qui sont très fréquentées par des usagers qui potentiellement utilisent cette bibliothèque. Alors, vous voyez que un raisonnement à l'échelle de la ville change après aussi notre dimensionnement de l'établissement et les points de vue qu'on a sur celui-ci. Bon, bien sûr, j'ai évoqué cela, c'est un petit schéma pour expliquer qu'effectivement la notion de proximité évolue en fonction du réseau qu'on prend en compte. Donc, cette étude s'appuie donc sur beaucoup de réalisations qui ont été construites, c'est une centaine de bibliothèques qui ont été construites entre 1980 et aujourd'hui. Et les analyse d'une manière architecturale et aussi typologique, c'est-à-dire qu'on a pris en compte toute une série de paramètres à la fois fonctionnels, à la fois architecturales, de programmes,
Et on a essayé de classer ces différentes bibliothèques pour après essayer de trouver des relations et lire un peu les mutations en cours dans la, dans la conception. Je souligne juste qu'on a, comment dire, divisé cette étude en trois grandes périodes, de 1980 à 2000, de 2000 à 2010 et la période toute récente, et parce qu'effectivement, ça correspond à des, comment dire, à des pratiques conceptuelles et architecturales totalement différentes. Euh, on va juste faire, bon, là, il y a différents principes qui nous ont permis de faire après des raisonnements croisés. Je vais juste montrer aujourd'hui, parce que ça parle beaucoup aux architectes et aux bibliothécaires, la question de l'organisation fonctionnelle d'une bibliothèque. Donc, dans les trois périodes de référence, on s'est rendu compte qu'effectivement, la première période était une période qui était beaucoup influencée par des stratégies qui viennent de l'Europe continentale et surtout d'Allemagne, c'est-à-dire une bibliothèque qui fait référence à un modèle qui est connu, c'est la Dreigedalte Bibliothèque, une bibliothèque à 3 niveaux. Ce modèle-là, il part d'une réflexion. Le public d'une bibliothèque est différent et bien sûr, on était habitué à avoir deux zones fonctionnelles, deux macro-zones fonctionnelles qui étaient la consultation et les dépôts de livres. On l'a vu d'ailleurs dans les différentes vidéos qu'on a montrées tout à l'heure, que mon collègue a montré tout à l'heure. À celle-ci, on ajoute un nouveau espace pour de nouveaux usagers qui viennent en bibliothèque parce que la scène du Centre Pompidou le montrait très clairement, qui viennent parce qu'ils ont des besoins qui ne sont pas forcément définis en amont. Et là, le rôle des bibliothécaires aussi qui devient plus important. Je vais en bibliothèque parce que je veux un roman, quelque chose de drôle. Donc, cette prise en compte, la prise en compte de ce nouveau public porte, bon, il y a un théoricien qui s'appelle Edmunds, c'est un allemand, a théorisé donc cette bibliothèque divisée en trois macro-zones fonctionnelles, qu'il appelle appelé niveau par un certain nombre de théoriciens, où les deux derniers sont les lieux traditionnels d'une bibliothèque, donc l'espace des magasins et l'espace de consultation, et ces premiers niveaux qui s'ouvrent à la ville, où on peut se permettre de faire autre chose que la lecture traditionnelle. Bien sûr, il y a des exemples en France. On était à Montpellier tout à l'heure, ici on est à la bibliothèque du Ras, et on voit que cette organisation, parce que bon, après on est architecte, effectivement la vidéo qu'on a montrée, et donc on a une réflexion, comment dire, aussi architecturale et morphologique, et cette tripartition de l'espace de la bibliothèque peut se lire aussi dans l'organisation du bâtiment. Et alors on voit qu'un espace, le premier niveau, qui est très ouvert à la ville, et commence à être traité avec des matériaux qui sont très transparents. Donc on commence à voir des espaces vitrés, les sols de la ville qui rentrent à l'intérieur de la bibliothèque. Le deuxième niveau, qui est un espace de consultation, qui est en rapport avec la ville, mais qui reste encore un espace dédié aux livres, qui se ferme encore un peu plus. Et le troisième, bon, la recherche, les magasins, les espaces internes, qui se ferment totalement parce que c'est un espace technique. On avance, deuxième période, 2000-2010. Effectivement, la bibliothèque s'ouvre à un public différent et certaines nouvelles pratiques, surtout celles du premier niveau, commencent à se consolider auprès des citoyens. C'est-à-dire que les citoyens, en France notamment, vont en bibliothèque parce qu'on sait qu'on peut faire différentes choses. Et nous, bon, les architectes, on suit un peu cette organisation de l'espace. Et on retrouve, bon, déjà par rapport aux façades, à l'organisation, au traitement des matériaux, une organisation à deux niveaux. Et bien sûr, le programme de cette nouvelle bibliothèque qui va suivre. Donc, un deuxième niveau, c'est les derniers étages qui contiennent les espaces de consultation, des espaces où on peut avoir des pratiques qui sont plus intimes, plus liées à la recherche. Et un premier niveau qui est totalement ouvert à la ville. Encore une fois, une métaphore, parce que cet espace fermé qui veut un peu protéger l'espace de la ville, pour souligner, c'est vrai, on est dans un espace public, mais on reste quand même dans un établissement culturel. On a parlé beaucoup en introduction de cette évolution des usages. Et donc,
Par un renversement de point de vue, aujourd'hui, la bibliothèque s'appuie sur des fonctions qui sont traditionnelles, mais elle se construit autour de celles-ci et aussi autour d'autres fonctions, bien sûr liées à la culture, mais on pourrait citer des bibliothèques dans les pays anglo-saxons où on ajoute par exemple des espaces de danse, des gymnasiums ou d'autres espaces de loisirs. Là, ici, on est à Colombier, auprès de Toulouse. Donc, c'est un espace, une médiathèque et un centre d'art. On voit que toute l'architecture tourne autour d'un espace central qui est considéré comme un véritable espace public. Les activités de la bibliothèque et les activités du centre d'art, et je pense qu'il y a aussi un petit auditorium, sont mutualisées à l'intérieur de cet espace central, et c'est cet espace central qui attire en fait le public. Et après, grâce aux activités des bibliothécaires, on sait faire de la diffusion. Effectivement, donc on retrouve un usage, et on pourrait le voir dans les espaces un peu traditionnels de nos bibliothèques. Ici, par exemple, on est au centre Pompidou. Les livres, effectivement, est un objet qui est présent, il reste là, mais les usages peuvent aussi varier. Les deux, par exemple, ils sont en train de jouer, mais... Ou encore la question de la mixité, donc des espaces qui permet à différentes catégories d'usagers et à différents âges de cohabiter à l'intérieur du même espace sans que cela puisse gêner les uns ou les autres. Encore à Paris, à la Ursenard. Donc cela implique une double question. D'un côté, une équivalence entre le pratique d'utilisation de cet espace et l'absence d'une sorte de logique séquentielle, donc d'une logique fonctionnaliste, on l'avait évoqué au début, dans la conception de cet espace. Les deux images, on est à Chartres en haut et à Amsterdam en bas, parlent de manière très claire. Donc la bibliothèque n'est plus une succession d'espaces prédéfinis par un programme. Il existe un programme, mais ce qu'il faut favoriser, c'est justement la création d'une série de nœuds, que moi j'appelle dans le livre îles de contenu, qui permettent à différentes catégories de personnes de pouvoir faire des activités différentes. En fait, c'est comme si on est en train de construire la nouvelle bibliothèque autour des usagers qui peuvent créer leur espace, leur style spatial, pour le dire avec Lévy, propre. Et ces espaces sont connectés bien sûr par des parcours, mais à contrario par rapport à la conception fonctionnaliste des années 90, l'architecte a une maîtrise de ces parcours qui est parfois partielle, parce que beaucoup de liberté est laissée à l'usager. C'est pour ça que, après, certains espaces que dans un point de vue fonctionnel et traditionnel pourraient être secondaires, acquièrent aujourd'hui une importance qui est majeure, parce que les usagers, ils trouvent comment dire, une fonction et une utilisation qui est propre à eux. Je montre juste quelques exemples rapidement, juste pour souligner que cette idée d'un espace non hiérarchique, on peut le retrouver dans une petite bibliothèque. Ici, on est à la Louise Michel, que sûrement tout le monde connaît. C'est une petite bibliothèque de 400-450 mètres carrés. Et donc, on voit bien cette idée de la mixité des espaces. Donc, à l'intérieur d'un même espace, différentes catégories de personnes cohabitent. On le voit dans des établissements, on va dire, de moyenne dimension. Ici, on est à Oloron-Sainte-Marie, environ 3000-3500 mètres carrés. Et on le voit aussi, on l'a déjà cité, la bibliothèque d'Aarhus au Danemark. C'est un établissement de 9 000, 10 000 mètres carrés, où on voit effectivement que tout l'espace est organisé selon cette idée des espaces non hiérarchiques, et à travers après un jeu de sol et d'altimétrie de niveau, il y a une différenciation des espaces, mais finalement tout le monde habite et vit dans ce même espace public. J'avais déjà montré cette photo que je trouve très drôle de ces petits concerts à l'intérieur de la bibliothèque. Et bien sûr, après, celle-ci, c'est une réalisation qui se lie après à un projet urbain plus vaste. Mais pour cela, je vais peut-être en parler plus dans les détails avec nos 4 bibliothèques.
Euh, donc, les 4 bibliothèques qui seront mises à l'honneur aujourd'hui à la table ronde qui va suivre mon intervention sont 4 exemples d'une démarche qui est très, très forte et sur laquelle il faut effectivement qu'on s'interroge aujourd'hui. Une démarche qui pose une double question, c'est-à-dire comment c'est greffé, comment c'est construire à l'intérieur d'un espace identitaire parfois très fort, comme on le voit ici, et donc avec quelle stratégie architecturale bien sûr, mais quel programme, et comment donner une nouvelle vie, on a évoqué bien sûr Viollet-le-Duc, comment donner une nouvelle vie à ces espaces qui sont très forts d'un point de vue identitaire, parce que parfois ont abrité des activités très importantes pour les milieux sociaux et économiques de ce lieu. Donc, le premier exemple, par exemple, la médiathèque Aimé Césaire à La Courneuve, est une médiathèque, bon, l'intervention est un peu plus vaste parce que la construction de cette médiathèque se trouve à l'intérieur d'un programme plus vaste qui prévoit aussi des logements et une requalification de l'espace public attenant la bibliothèque. Une chose très intéressante que je pu remarquer en discutant aussi avec les architectes, c'est une phrase, c'est-à-dire que l'attitude est plutôt de juxtaposer plutôt que superposer. Et je trouve cela très intéressant comme démarche, parce qu'ici, en fait, ce qu'on a fait, c'est de se dire, alors, les usines mécano, c'est un lieu pour La Courneuve qui a représenté une période importante de l'histoire industrielle, mais aussi du développement du quartier. Donc, on va les garder. Alors, je pense qu'au programme, rien n'était imposé, c'est-à-dire on pouvait aussi proposer de tout détruire et faire un joli bâtiment tout neuf. Les architectes, donc, au contraire, ils se disent, bon, ce bâtiment-là est grand, c'est un symbole pour la ville, beaucoup y ont travaillé, donc ça ancre l'espace au territoire. On va garder la peau, donc on va garder l'enveloppe, et on va construire à l'intérieur avec un jeu de boîtes pour réorganiser les espaces et donc redonner une nouvelle vie à ce lieu. Bien sûr, la peau du bâtiment, donc les murs, ne sont pas juste utilisés pour décor, mais après, bien évidemment, on a des questions qui sont à la fois de construction durable, parce qu'ici, par exemple, on utilise les poteaux en pierre meulière avec une fonction de brise-soleil, donc pour le contrôle de la lumière, et aussi, je pense, acoustique, parce qu'il y a un RER qui passe à proximité. Rapport avec l'espace public, bien sûr, on passe d'un espace identitaire et connu, les usines mécano, mais qui était quand même privé, c'est-à-dire on pouvait y rentrer seulement si on y travaillait. Donc il faut des éléments qui maintenant établissent une nouvelle mobilité à l'intérieur de ces quartiers. Et ce que je trouvais très intéressant dans la démarche, c'est l'idée d'avoir, par exemple, des entrées qui sont traversantes. Côté sud, on a l'RER, donc l'arrivée de la macro-mobilité, la question du public de mobilité dont on a parlé tout à l'heure. De l'autre côté, on a la partie résidentielle. Et donc, cette perméabilité de la bibliothèque à la ville permet effectivement de jouer un rôle différent dans le cadre de l'espace urbain. Bon, du point de vue de la conception, je précise juste que bon, les travées d'origine ont été conservés. On voit en fait l'enchaînement des poteaux de l'ancienne structure. Les deux de droite sont consacrés au pôle administratif. Donc c'est un bâtiment qui n'est pas forcément public ou qui est public mais qui n'a pas la même vocation que la bibliothèque. Et donc la bibliothèque qui par contre se développe dans les 3 travées de droite. Et les deux, donc la deuxième et la quatrième travée, qui sont par contre donc les axes des entrées traversantes. Et on voit bien donc que
le jeu intérieur-extérieur. On avait vu dans une slide précédente ces jeux avec cette mouche charabier qui depuis l'extérieur, rentre à l'intérieur. Donc, on a ces rapports qui est visuel aussi et qui invite, pardon, qui invite les gens à rentrer à l'intérieur du bâtiment. Et le rapport avec la lumière que, dans les deux travées d'entrée, est fait à travers ces verrières en toiture qui permet aussi de gérer l'éclairage intérieur de la bibliothèque. La question de l'éclairage qui reviendra aussi dans les autres architectures qu'on traitera aujourd'hui. Bon, je déroule quelques photos pour vous montrer l'espace. Ce qui est intéressant, c'est que là aussi, dans cette idée des espaces qui ne sont plus rigides, on voit déjà des mobiliers sur roulettes, mais ça, peut-être, on connaît déjà, c'est pas forcément une nouveauté. Mais cette idée d'organiser les espaces entre l'usager, donc les fauteuils, les gens qui vont et qui se relaxent ou qui lisent à la bibliothèque, et les documents, donc ces nouveaux rapports entre l'information et l'usager qui reviennent aussi dans cet espace. Encore on monte dans les niveaux supérieurs et donc les espaces internes. Alors, il y a une différence entre la partie du pôle administratif et la bibliothèque, parce que le pôle il est organisé sur 5 ou 4 niveaux. Par contre, la bibliothèque n'en a que 3, parce que bien évidemment, le rez-de-chaussée est beaucoup plus haut en termes d'hauteur sous plafond. Et donc, le dernier étage qui est consacré au service interne. Et donc voilà, là, on voit bien ça, on est sur la travée qui abrite les axes, les entrées traversantes. Donc on voit bien ces jardins au niveau supérieur avec les puits de lumière. La deuxième bibliothèque que je vous présente aujourd'hui, la médiathèque communautaire de Moulins, on est là aussi dans un cadre de travail sur l'existant. Par contre, il y a une différence, c'est-à-dire qu'ici, on s'est trouvé déjà dans un lieu, donc c'était pas un lieu industriel, donc qui était un lieu connu, identitaire, mais privé, mais c'était déjà une bibliothèque. Donc on avait déjà un deuxième problème, c'est-à-dire comment faire dans un bâtiment qui est prévu pour un usage collectif, tel qu'une bibliothèque, mais selon des règles qui font référence à d'autres programmes, à d'autres stratégies, comment en faire un lieu qu'aujourd'hui puisse attirer des usagers et s'adapter aux nouvelles pratiques. Les architectes travaillent sur 3 points principaux. Déjà, un premier équilibre, un nouvel équilibre entre les collections et les espaces. Donc, on revoit ici encore l'organisation sans hiérarchie entre le poste pour l'usager et les postes dédiés aux livres ou à l'information. Renforcer cette polyvalence des espaces et donc l'idée de pouvoir mélanger des usages et des documents. Et tout cela s'est fait comme l'architecture est là, est existante. En plus, on a une structure qui est très lourde. On voit très bien dans l'image précédente les poutres qui caractérisent le plafond de cette bibliothèque. Et comment faire pour souder et trouver un équilibre entre ces deux objectifs? Et alors, ils le font avec un travail exceptionnel, je dirais, sur le mobilier, qui à la fois permet à des usagers de pouvoir lire avec des postures assises, plus traditionnelles, jusqu'à se coucher sur des poufs qui sont dispatchés un peu dans tout l'espace et par terre. D'ailleurs, je pense que les architectes de cette bibliothèque ont été primés par Livre Hebdo pour ce mobilier. Qui remplit en plein les défis initiaux. On voit ici une perspective de tout l'espace et on voit encore que cette organisation non hiérarchique des espaces, c'est-à-dire côtoyer documents et usagers, vient de se montrer. Je déroule justement quelques photos pour vous montrer donc cette idée d'organisation et le fait que, par exemple, vous voyez, on a des étagères qui sont plus basses, bien sûr. À côté, on a des tables. Là, sur le fond, des fauteuils et des poufs qui permettent des usages différents. Bien sûr, ces usages qui impliquent aussi des attitudes des usagers à l'intérieur de l'espace différentes en termes de bruit, par exemple, parce que sur les tables, on pourrait peut-être lire et vouloir du silence. À côté, on est peut-être en groupe, on parle, et tout cela vit et cohabite de manière très naturelle. Les espaces pour les enfants, encore une fois, avec une attention au design des objets qui est remarquable.
Voilà, quelques photos. Et donc, le travail aussi sur ce plafond, avec ces poutres qui maintenant devient autre chose et qui permet encore de donner un peu plus de lumière et de profondité, donc des points de fuite à l'ensemble de l'espace. Et j'ai trouvé en plus le travail sur le mobilier très intéressant qui avait été fait à travers toute une série d'études, de croquis. Bon, je vous montre juste quelqu'un. La troisième bibliothèque que je vous montre aujourd'hui, donc c'est la médiathèque des Capucins à Brest. Là encore, donc, on revient dans un espace industriel. Alors, qui a une histoire très longue parce que d'abord c'était un espace religieux, les plateaux des Capucins, et c'est d'ici qu'il prend son nom. Après les chantiers navals de Brest, donc l'industrie. Et finalement, quand l'usine ferme, cet espace devient un espace qui quand même parle à tous les Brestois parce que il y a sûrement quelqu'un de tous les gens de Brest, donc seulement quelqu'un qui est en liaison directe avec cet espace parce qu'ils ont un parent, quelqu'un de la famille qui a travaillé, mais sinon parce que c'est quand même un espace très important que depuis le waterfront de Brest, on voit presque tout le temps. Donc un lieu identitaire très fort, mais qui est très grand. Et en effet, la reconfiguration et la création de cette médiathèque s'inscrit dans un programme urbain qui est plus vaste et qui prévoit dans la partie, on va dire, sud, la création d'un quartier résidentiel. Et donc la médiathèque, qui est juste une partie de cette grande... de ces grands bâtiments industriels et qui est, là on voit par exemple l'évolution du bâtiment. Alors, la création de cet espace a d'abord fait l'objet d'un plan urbain vaste, comme je viens de dire, mais qui a fait, bien sûr, le choix d'abord de connecter le plateau des Capucins à la ville. Cela à travers le téléphérique, bien sûr, et à travers une ligne de tram dans la partie sud. Donc la mobilité de la ville qui se reconnecte à la mobilité qui permet de rejoindre facilement ces bâtiments. À l'intérieur, on recrée un véritable espace public, une véritable place couverte, autour de laquelle il y a différentes activités, dont la médiathèque fait partie, bien sûr, mais on a aussi une rue commerçante, le Centre national des arts, des incubateurs et d'autres espaces, comme les cantines numériques, par exemple, qui sont au service des citoyens. Donc, autour de toutes ces fonctions, il y a aussi cette bibliothèque. Et là, une des choses que je trouvais très intéressante, c'est de se dire, bon, on rentre dans une bibliothèque par un espace public qui abrite différentes fonctions. Le premier espace qu'on trouve, c'est un espace, bon, j'imagine que tout le monde connaît cette image, c'est un espace qui est à la fois un théâtre, qui est à la fois un cinéma, parce qu'on peut y danser, on peut faire des concerts, on peut y lire. C'est un véritable espace public. Donc l'espace public qui rentre à l'intérieur de cette bibliothèque est, bien sûr, d'un point de vue de l'organisation et de la conception, on se pose le problème comment on va faire en sorte que ces bâtiments très hauts, à la forte identité industrielle, puissent devenir familiers et donc démocratiques pour les usagers. Il y a cette intuition très intéressante de ces grands mobiliers qui sont à la fois des petits podiums ou des petits auditoriums pour les différentes activités de la bibliothèque, mais qui peuvent aussi être utilisés pour des activités de lecture, des activités collectives ou individuelles. Une fois que donc on passe ce premier espace, on est introduit petit à petit, au fur et à mesure, à l'intérieur de la bibliothèque. Et les architectes ont eu l'intention de créer des points de fuite, donc, qui à la fois permet de regarder vers l'extérieur, donc la connexion de la bibliothèque avec l'espace urbain, mais aussi à l'intérieur vers des endroits très précis de ce lieu, parce qu'il faut le rappeler, et ça c'était une des stratégies qui a aussi remarqué cette réalisation.
À l'intérieur de ces bâtiments, il y avait des grandes machines industrielles que les architectes ont conservées et qui font maintenant partie intégrante du paysage intérieur de la bibliothèque. Donc voilà les différents univers qui s'est créé autour du livre et autour des postes des bibliothécaires. Donc je vous montre un peu quelques photos. Donc là, on est au rez-de-chaussée, c'est l'espace principal dont on a parlé tout à l'heure. Les différents points de vue qui permettent effectivement de créer des points de fuite à l'intérieur de la bibliothèque. Et donc ces espaces qui se dessinent autour des documents et des étagères. Et là, voilà, les fours et les différents objets de l'industrie qui restent et qui font, et là, c'est l'espace, aujourd'hui, il y a l'espace enfant, donc qui font partie intégrante de cet espace. Encore une fois, l'espace pour l'aide du compte, qui est à côté qui est à côté juste du toboggan. Bien sûr, on avait un espace qui était très haut, donc on a dû travailler avec des mezzanines qui créent eux aussi une alternance d'espace de décompression et d'espace très haut, donc qui permet des usages encore différents. Et là, on est au premier niveau, qui est dédié aux collections et qui, à la fois, comme vous voyez, se prolonge à travers les arches en pierre sur cet espace public qu'on a recréé à l'entrée. Voilà quelques autres photos de l'espace. Et le dernier exemple, donc la bibliothèque Oscar Niemeyer au Havre. Là encore, réhabilitation et reconfiguration d'un bâtiment existant, mais par contre, on se retrouve, ce n'est pas un bâtiment industriel, c'est un bâtiment qui a été espace pour la culture, maison de la culture pour la précision, un espace lié au spectacle, et qui a été conçu par un architecte très connu dans le milieu architectural. Donc, il fallait effectivement travailler avec cette double âme de ce lieu, c'est-à-dire un lieu qui est fort de par sa forme pour le quartier et un lieu qui a aussi une histoire patrimoniale très importante. Donc, un double défi. Un défi à l'échelle urbaine, parce qu'il faut amener les gens à l'intérieur de cet espace, et un défi à l'échelle architecturale, parce que dans un bâtiment qui était conçu pour faire du spectacle, on devait créer une bibliothèque. La première question, la question urbaine. Sur la question urbaine, les architectes ont focalisé leur attention sur 3 points. C'est-à-dire, d'un côté, le respect du site, bien sûr, parce que c'est très important. De l'autre, créer une architecture en mouvement, c'est-à-dire permettre et mettre en relation cet espace avec la mobilité du quartier. Et cela, ça a été fait justement en créant des liaisons avec la mobilité du quartier. Et l'autre, un enjeu qui est plus, bien sûr, architectural, mais aussi programmatique, c'est de créer une animation durant toute la journée, c'est-à-dire pour offrir des activités dans des plages horaires les plus ouvertes possibles. Et c'est là donc que la liaison entre la bibliothèque, la scène nationale et une place couverte qui abrite entre autres une brasserie et devient la clé de cette reconfiguration. Donc la bibliothèque qui se reconfigure à l'intérieur d'un nouveau espace public auquel on peut accéder grâce à la connexion avec la mobilité urbaine et qui se présente déjà comme un espace qui est plutôt un espace de la ville, parce qu'on a des tables à l'extérieur, les tables de la brasserie. Et donc, dans ce discours d'architecture en mouvement, les architectes, ils travaillent l'espace intérieur de cette bibliothèque en essayant de proposer donc un parcours qui devienne après un parcours documentaire à l'intérieur de la bibliothèque. On va les parcourir aussi. Une fois qu'on est rentré, donc depuis l'espace de la place couverte, on retrouve un espace qui est le web café, c'est-à-dire un espace qui accueille un café qui est en liaison avec la brasserie d'à côté, l'accueil bien sûr, et le salon de presse qui se trouve tout à côté de l'espace vitré sur la place publique.
Et par contre, bon, après, il y a aussi des espaces de loisirs, des salles de travail qui sont par contre du côté interne, pour bien sûr des questions de lumière. Donc on voit là aussi que le travail sur le mobilier est très important. Et surtout l'idée de pouvoir recréer à l'intérieur de cet espace à la fois des espaces intimes et des espaces qui peuvent être utilisés de manière collective. On continue notre parcours à l'intérieur de la bibliothèque et on retrouve l'espace enfant, les espaces multimédia et les salles de formation. Là aussi, on voit que c'est le mobilier qui définit les espaces, mais qui n'impose aucun usage prédéfini aux usagers, au public, mais qui essaye d'une certaine manière de s'adapter à ces nouveaux usages. Et donc des mobiliers très bas, des fauteuils plus confortables, des tables basses, des tapis. L'espace de l'heure du compte qui peut... Et enfin, en continuant notre parcours architectural, notre promenade, on arrive dans l'espace central, principal, plus emblématique de ce lieu, l'atrium, qui est dédié aux adolescents et à l'espace multimédia, et qui est un espace qui est exceptionnel en soi par sa forme, parce que c'est un espace très haut, c'est un espace important. Et c'est ici que justement les architectes ont décidé de garder cet espace dans sa configuration originelle la plus fidèle, sauf pour la couverture qui a été remplacée, on aura une image tout à l'heure, et travailler plutôt avec du mobilier. Donc ce travail sur la couleur, non, le béton brut de l'architecture de Niemeyer qui s'oppose aux couleurs du mobilier contemporain. Voilà la verrière de cet espace qui permet à la fois d'amener de la lumière naturelle, bien sûr, et donc, après, la création donc, de cet espace permet aussi d'avoir des petits balcons, comme des balcons qui donnent sur cet espace central, qui peuvent être à la fois utilisés à deux, à une personne seulement, et qui permet en fait de regarder comme si c'était en fait cet espace, c'était un espace urbain, de le regarder comme si on regardait effectivement la ville. Bien sûr, après on continue parce que là, à travers cet escalier qui a été introduit et qui permet aussi de définir un espace à la fois collectif et privé pour différentes activités de la bibliothèque, qui permet de monter à l'étage où on a effectivement les collections. Et là aussi, on retrouve un travail très intéressant d'un côté par rapport à la lumière et à l'organisation des espaces, mais qui mélange effectivement des postes pour des usages qui sont différents. Bon, je déroule encore quelques photos. Et donc, il y a un travail qui est très détaillé, qui a été fait en analysant effectivement ce qui était évolution des usages de la bibliothèque. Donc, on s'est dit, bon, on a besoin de qu'est-ce qu'on a besoin à l'intérieur d'une bibliothèque? Bien sûr, des espaces pour la jeunesse, des espaces documentaires, mais aussi des espaces où pouvoir, par exemple, écouter de la musique, donc de manière plus relaxée. Et donc, tout le mobilier a été dessiné sur la base de ce type de réflexion. Je voulais conclure cette intervention avec une phrase que j'ai lue d'une interview faite à la directrice de la bibliothèque Niemeyer, que je trouve représente un peu bien, résume un peu bien l'esprit de la nouvelle bibliothèque. En fait, elle dit, c'est une interview pour Livret-Do, elle dit, ici, il y a plein de choses à faire. On peut boire un verre, grignoter au café installé à l'entrée, s'installer dans les espaces presse, écouter de la musique, s'allonger dans le fauteuil. Il faut venir ici. Surtout quand on n'aime pas les livres, ou on n'aime pas lire plutôt. Je pense que c'est une petite provocation, mais qui résume très bien l'esprit de ce lieu, c'est-à-dire la fonction de la lecture. Pour une petite partie est mise de côté, on dit venez ici, c'est un espace public qui fait face à la perte d'espace public de nos villes contemporaines. Ici, vous êtes protégés, c'est un lieu démocratique, vous pouvez faire différentes choses, pas forcément lire. Après, peut-être, vous avez un livre à côté,
Il pourrait vous intéresser et pourquoi pas, vous pourrez peut-être vous y intéresser aussi. Merci.